Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité. La campagne de vaccination contre le Covid-19 a débuté il y a un an. Des vaccins qui ont permis de réduire le nombre de cas graves et d'hospitalisations. Mais ces vaccins, on le voit aujourd'hui, n'empêchent ni les contaminations ni la circulation du virus. Faut-il dès lors rendre cette vaccination obligatoire, comme c'est en discussion aujourd'hui au Parlement? Est-ce une option éthiquement justifiable? Et qu'en est-il de la vaccination des enfants? On va discuter de ces questions éthiques aujourd'hui avec vous, notamment Virginie Pirard, bonjour. Bonjour. Vous êtes philosophe, éthicienne, chercheuse en éthique donc à l'ULB et membre du comité consultatif de bioéthique. Et d'ailleurs, vous coprésidez la commission vaccination de ce comité. À vos côtés, Jacqueline Hermans, bonjour. Bonjour. Vous êtes avocate, membre également de ce comité consultatif de bioéthique et vous êtes vice-présidente de la commission droits des patients. Et alors, à distance, nous avons le plaisir d'accueillir Michel Goldman, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc médecin, professeur émérite en immunologie à l'ULB et président de I3H, l'Institut pour l'innovation en santé. Alors, Virginie Pirard, j'ai envie de commencer par vous avec peut-être un petit mot d'explication sur l'éthique. De quoi on parle en fait quand on parle d'éthique? Qu'est-ce que ça signifie exactement? Alors c'est vrai que le mot éthique prête à question et souvent les gens pensent que c'est quelque chose d'un petit peu nébuleux et en fait il n'en est rien. C'est une pratique humaine, délibérative, c'est-à-dire qu'elle se fait par le biais de la discussion et de la réflexion la plupart du temps en commun et elle vise à définir dans un contexte donné quelle est l'action qui est la plus souhaitable par rapport non seulement aux circonstances de ce contexte, donc s'il y a un aspect très adapté à une situation donnée, et en relation avec des grands principes. Alors le nombre de principes est en discussion, il y a beaucoup de principes éthiques qui peuvent être convoqués, mais on a tendance, si l'on suit la tradition anglo-saxonne, à les résumer à 4 grands principes qui sont en fait des matrices, à savoir le principe du respect des personnes, dans lequel évidemment vient se loger le respect de leur dignité, le respect de leur intégrité physique, le respect de leur liberté. À côté du respect, on met également la justice, dans laquelle vient se loger également l'équité et éventuellement la solidarité. Et puis 2 principes qui sont les pendants l'un de l'autre, qui sont la non-malfaisance et la bienfaisance. Et donc c'est en mettant en discussion à la fois une situation donnée et ses principes, par le biais d'une concertation entre personnes issues de différents milieux et de différentes tendances philosophiques, qu'on obtient le résultat d'une délibération éthique. Oui, donc ça veut dire que ce comité consultatif de bioéthique à qui on pose des questions sur toute une série de sujets de société et depuis 2 ans, il y a eu des questions évidemment sur la crise sanitaire. Ce comité de bioéthique, il va donner un avis en se basant notamment sur cet équilibre entre liberté et solidarité? Oui, alors il faut déjà savoir que ce comité il est composé de 78 membres de toutes disciplines. Donc il y a bien sûr une valence forte des sciences, sciences biomédicales, sciences exactes, mais il y a aussi des juristes, des philosophes, des infirmiers, voilà, toute personne qui finalement estime qu'il peut apporter quelque chose à la réflexion dans le domaine de la santé et de l'évolution des technologies. Alors, le comité donc, consultatif de bioéthique a été sollicité par rapport à la vaccination obligatoire. Donc, vous avez rendu un avis au mois de décembre. Est-ce que cette vaccination obligatoire contre le Covid-19, elle est éthiquement défendable? Est-ce que ce n'est pas une atteinte trop grande à nos libertés, finalement, que d'imposer cette vaccination? Alors, c'est une très bonne question. C'est d'ailleurs à cette question que le comité s'est attaché. Je tiens tout de suite à préciser qu'il avait déjà travaillé sur la question de la vaccination obligatoire dans plusieurs avis, mais néanmoins il a souhaité revisiter l'ensemble de ces réflexions et considérations développées jusque-là, parce qu'en fait c'est la première fois que nous affrontons une pandémie du temps du vivant du comité et bien sûr du vivant de beaucoup d'entre nous. Et donc l'idée c'était de voir en quoi ce contexte si particulier pouvait confirmer ou infirmer les éléments qu'il avait considérés comme importants par le passé. Et
ce qui apparaît, c'est que nous sommes en tout cas dans une période où nous n'atteindrons probablement pas l'immunité collective. Ce n'est donc pas pour cette raison-là que l'on pourrait mettre en place la vaccination obligatoire, mais ça pourrait se faire dans le cadre d'une stratégie de réduction des risques. Et à certaines conditions, cette stratégie de réduction des risques apparaît par le biais de la vaccination obligatoire comme étant tout à fait acceptable, et la vaccination obligatoire apparaît un moyen pertinent d'y recourir si l'ensemble des autres conditions que le comité a pointées peuvent être rencontrées. Alors justement, dans ces conditions, il y en a plusieurs et j'ai envie de me tourner vers vous, Jacqueline Hermance, parce que vous êtes membre aussi de ce comité consultatif de bioéthique. On l'a dit, vous êtes membre de la commission de vaccination, mais aussi vice-présidente de la commission de droits des patients. Et en fait, dans ces conditions, il y a notamment toute la question de l'information, l'importance de bien informer. Et l'importance de bien informer, ça se retrouve aussi dans la loi sur les droits des patients. Donc c'est essentiel, si on veut un jour imposer la vaccination, c'est de pouvoir informer sur les objectifs de cette vaccination. C'est même un préalable. L'information, en fait, est un droit en lui-même, en dehors de tout ce que l'on peut considérer comme autre droit, mais ce droit à l'information est primordial pour prendre une décision, quelle qu'elle soit, mais surtout dans le domaine de décision médicale. Il est important de disposer d'une information correcte. Et je dois dire que c'est quelque part un reproche que l'on peut adresser aujourd'hui aux autorités, c'est d'avoir peut-être péché par manque d'informations sur le plan scientifique, d'informations pour pouvoir justifier la vaccination. Donc oui, c'est très important que cette information puisse être donnée d'une façon, je dirais, générale. On reviendra sur la question des enfants par après, mais de toute façon, c'est un principe fondamental au point de vue de la loi sur les droits du patient, c'est le droit à l'information. L'information transparente, loyale, pour reprendre les termes. Transparente, loyale et en fonction également de la personne qui reçoit cette information. On ne s'adresse pas de la même manière à une personne qui a, par exemple, les données scientifiques à sa disposition qu'à une personne qui, comme moi, par exemple, est totalement béotienne en ce domaine. Donc, ce qui veut dire qu'il faut vraiment faire un effort pour une information adaptée en fonction de la personne qui la reçoit. Alors, je me tourne vers vous, Michel Goldman. Une des conditions aussi qu'on voit dans cet avis, c'est le fait qu'il faut s'assurer d'une forme d'efficacité finalement du vaccin, s'assurer en tout cas qu'il y ait toujours des recherches scientifiques, s'assurer des avancées scientifiques. Est-ce qu'on peut toujours dire aujourd'hui que ces vaccins contre le Covid-19, ils sont efficaces en termes de protection des individus ? Écoutez, je voudrais commencer par rebondir sur l'information et de cette manière répondre à votre question. L'information, je pense qu'il y a moyen de la véhiculer de façon en fait assez simple. À quoi servent les vaccins? Pourquoi considère-t-on qu'il faudrait éventuellement les rendre obligatoires? Un, c'est pour protéger les plus vulnérables des formes les plus graves de la maladie, celles qui peuvent éventuellement conduire à la mort. Et pour ça, on sait que le vaccin est la meilleure arme. Alors pourquoi la rendre obligatoire? C'est parce que l'on sait que ceux qui sont les plus vulnérables et qui ne sont pas protégés risquent de se retrouver à l'hôpital, d'encombrer nos hôpitaux, de rendre non seulement leurs soins à eux-mêmes compliqués, mais les soins à toute la population. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. J'avais un chirurgien du cancer en ligne hier qui me racontait qu'il était encore aujourd'hui obligé de postposer des interventions très graves. Donc ça, c'est la première justification. La deuxième justification, c'est de limiter la transmission du virus. Pourquoi? D'abord pour protéger les plus vulnérables, mais aussi pour limiter toutes les conséquences socio-économiques et autres du testing et surtout des quarantaines qui perturbent, aujourd'hui on le voit bien, le fonctionnement des écoles et le fonctionnement de toute notre vie finalement. Et donc, qu'en est-il des vaccins et qu'en est-il des vaccins aujourd'hui alors que circule ce nouveau variant? Et c'est là qu'il y a une nouvelle donne. Alors, vis-à-vis du variant qui est en circulation aujourd'hui, vous savez que plus de 97% des infections aujourd'hui sont causées par ce variant Omicron. Alors, que sait-on? Les vaccins sont effectivement
très efficace, pour autant que l'on fasse appel au booster pour protéger des formes les plus vulnérables. Donc ça, c'est le premier objectif. On sait aussi que malheureusement, ce virus qui est extraordinairement contagieux, vis-à-vis de ce virus, les vaccins dont on dispose aujourd'hui protègent très mal de la transmission. Ils ont un effet. Donc ça, c'est très important. Ils ont un effet. Ils limitent la transmission, mais de façon limitée. Et à cet égard, les gestes barrières restent sans doute plus importants que la vaccination pour bloquer la transmission du virus. Et donc, il faut prendre toutes ces choses en considération, sachant qu'aujourd'hui, ce vaccin, en fait, conduit moins de gens à l'hôpital. Pourquoi? Parce que intrinsèquement, il induit moins de formes sévères et aussi parce qu'on a une large proportion de notre population qui est vaccinée. De plus, du fait que ce virus circule beaucoup, eh bien, nous nous immunisons du fait même de l'exposition au virus, d'autant mieux que nous avons été vaccinés au préalable d'ailleurs. Donc ça, ce sont, si vous voulez, les choses à prendre en considération, sachant qu'en termes de protection, notamment de notre système hospitalier, de quoi parle-t-on aujourd'hui? De protéger effectivement les plus vulnérables. Alors, il reste évidemment les non-vaccinés, mais pour le reste, aujourd'hui, on sait que parmi les vaccinés, la frange de gens vulnérables, c'est fort restreint avec ce variant. Et en fait, c'est surtout les grands immunodéprimés aujourd'hui qu'il faut protéger. Le point, c'est que ces grands immunodéprimés, eux-mêmes, souvent répondent très mal au vaccin. Donc voilà, si vous voulez, les différents paramètres à prendre en considération. Oui, alors je me tourne vers vous, Virginie Pirard, parce qu'effectivement, ce variant Omicron, on a l'impression qu'il change un peu la donne, et notamment par rapport à cet avis qui a été rendu en décembre. Et est-ce que ce qui manque peut-être aujourd'hui, c'est un objectif clair de pourquoi finalement on demande aux gens de se faire vacciner, est-ce que le gouvernement, s'il veut un jour imposer la vaccination obligatoire, il faut vraiment qu'il y ait un objectif qui soit bien défini? Mais oui, c'est un peu triste, mais en fait, le comité consultatif de bioéthique avait déjà, il y a plus d'1 an, dans son avis numéro 75, dit qu'il était absolument nécessaire de décrire, de définir des scénarios. Que faire si la vaccination sur une base volontaire ne suffit pas à éradiquer la pandémie? Alors bien sûr, maintenant, on a vu les variants qui arrivent, on voit bien que ce n'est pas uniquement la question de la proportion de gens vaccinés, ça va être plus compliqué que ça, il va falloir articuler toute une série de mesures, mais c'est vrai qu'on ne sait toujours pas exactement, enfin les gens se battent pour savoir qui est pour, qui est contre, mais on n'a toujours pas sur la table des scénarios permettant de dire voilà pourquoi on proposerait la vaccination obligatoire. Par exemple, on pourrait dire la vaccination protège en premier lieu les personnes qui en ont vraiment besoin, mais parmi ces personnes, il y a un pourcentage de gens qui sont, comme vient de le dire le professeur Goldman, immunodéprimés de façon constante et irréductible. Et donc, ces personnes-là ne peuvent pas s'auto-protéger par le biais du vaccin. Dès lors, réduire le nombre de circonstances dans lesquelles elles feraient face, elles rencontreraient ce virus, apparaît comme une démarche qui supplée finalement au manque de protection qu'elles peuvent tirer de la vaccination actuelle. Donc il faut articuler ces différents éléments plutôt que de rester dans une logique assez stérile de pour et de contre. Pour les pour, vous avez, ça réglerait les choses définitivement, ce qui n'est pas tout à fait vrai. Et pour les contre, ils vont vous dire, mais dans les faits, seules les personnes vraiment fragiles en ont besoin. Et vous voyez qu'aucune de ces assertions n'est correcte, en fait. On est vraiment obligé de définir ce qu'on veut avoir comme type de mode et de vivre ensemble dans les mois qui viennent et en quoi la vaccination et les autres moyens peuvent y contribuer de façon active ou pas. Et seulement quand on aura répondu à ces deux prémisses, eh bien, on pourra savoir alors s'il faut rendre ou pas la vaccination obligatoire maintenant ou dans les semaines qui viennent. Oui, alors on parlait de transparence tout à l'heure et de nouveau je me tourne vers vous, professeur Goldman. La transparence, elle est indispensable aussi au niveau scientifique, c'est-à-dire qu'il faut faire des efforts en termes de pharmacovigilance.
Oui, je pense que ces efforts sont largement faits, on l'a vu au cours de la pandémie. Je pense qu'il faut cependant rester prudent dans la manière dont on s'exprime. On sait aujourd'hui que très globalement, ces vaccins sont sûrs. Si on compare, si vous voulez, leurs effets indésirables à ceux qu'on observe avec les autres vaccins qui ne donnent pas lieu à de tels débats, on voit qu'on est, disons, dans la même proportion. Ceci étant, ce qui est vrai, et tout le monde le souligne, la technologie des vaccins les plus utilisés est relativement récente. L'utilisation dans certaines populations, je pense aux enfants, est encore plus récente. Donc on doit être tout à fait rassurant d'une part, on n'a rien vu d'alarmant, mais d'un autre côté, en tout cas c'est le point de vue que je défends, on doit rester vigilant, rester ouvert au fait qu'on ne peut exclure que des complications très rares n'apparaissent dans le futur. Alors elles ne remettront pas en cause l'utilité de la vaccination, mais je pense que vis-à-vis effectivement de ceux qui hésitent, il faut effectivement pouvoir reconnaître un certain degré d'incertitude, même s'il est très faible. Et c'est pour ça que les programmes de pharmacovigilance doivent aujourd'hui s'adapter. Et d'ailleurs, c'est ce qu'ils ont fait quand il y a eu l'histoire des thromboses avec les vaccins AstraZeneca. Vous savez, ce ne sont pas les programmes de pharmacovigilance habituels qui ont mis en lumière ces effets secondaires. C'est quelques médecins qui ont été frappés par des situations très particulières. Ils ont fait des analogies avec d'autres maladies rares, et c'est ainsi que finalement les responsables de la pharmacovigilance ont reconnu et ont adapté leur stratégie en fonction. Alors rien ne dit que de nouveaux exemples vont surgir, on espère que non, mais disons ces questions doivent rester ouvertes et la communauté scientifique doit rester mobilisée à l'affût pour que si des complications, encore une fois, ça on peut le dire aujourd'hui, qui seront de toute façon exceptionnelles et qui ne remettront pas en cause le bénéfice global de la vaccination, mais c'est la transparence dont vous parlez. Et je pense que ça rassure la population de savoir que s'il y a des choses inattendues qui surviennent, on les verra, on les communiquera. Oui, donc plus de transparence pour aussi augmenter la confiance. On voit, on a commencé à parler un petit peu des enfants. C'est vrai que depuis début janvier, donc les vaccins sont accessibles donc aux enfants à partir de 5 ans. Jacqueline Hermance, au niveau éthique, est-ce que de nouveau cette vaccination des enfants, est-ce qu'elle a posé question au sein de la commission de vaccination? Et est-ce qu'aussi au niveau du droit des patients, les enfants doivent selon vous, faire le choix eux-mêmes? Est-ce qu'on peut donner toute la responsabilité aux parents? Quel est votre point de vue là-dessus? Deux questions. Deux questions. Pour ce qui concerne la première question, j'aurais même préféré qu'éventuellement ce soit on peut en parler avec Virginie Pirard, la question. Qui parle de la question par rapport aux bénéfices pour les enfants de la vaccination, bénéfices directs ou indirects, ou bénéfices directs et indirects, en ce qui concerne la question de la décision. Donc, on a par exemple défini pour la vaccination qu'il fallait l'accord des parents. Et je dois dire que quelque part, c'est quelque chose que je peux comprendre par rapport à la vaccination, mais qui me heurte quelque part par rapport à la loi relative aux droits du patient. Car que dit la loi relative aux droits du patient par rapport aux enfants, c'est que, bien sûr, ils sont représentés par le parent, si ce n'est qu'il faut les tenir informés au cours du processus de décision, et qu'il faut aussi considérer qu'à partir du moment où ils ont la maturité suffisante, les enfants peuvent prendre de façon autonome la décision. Donc, deux choses. D'une part, respecter ce droit à l'autonomie des enfants au point de vue du droit médical, au point de vue de la loi relative aux droits du patient, mais autre chose aussi, c'est de les impliquer par rapport à cette décision. De ne pas simplement, comme je l'ai vu et je peux le comprendre, mettre un décor avec des schtroumpfs ou je ne sais quoi pour rendre la vaccination, je dirais, supportable par rapport aux enfants, mais leur dire pourquoi
on les vaccine? Quel est l'objectif de la vaccination? Développer des outils propres, peut-être, pour leur expliquer. Absolument, des outils propres par rapport aux enfants. Aux enfants, les jeunes enfants, les adolescents, donc à chaque fois des outils propres, mais les impliquer par rapport à cette décision, le pourquoi et le comment. Est-ce qu'on ne leur fait pas porter peut-être un peu trop de responsabilité? On sait que les enfants, ils souffrent aussi de cette crise. Est-ce qu'en disant ils doivent se faire vacciner, est-ce qu'on ne risque pas de leur faire porter beaucoup de responsabilités par rapport à la société? C'est pour ça qu'on ne parle pas d'obligation par rapport aux enfants. Et c'est pour cela qu'il est aussi important de dire, ma foi, si par exemple un enfant se fait vacciner, d'une part, ça peut le protéger par rapport, malgré tout, à des formes qui peuvent être développées par les enfants, parce que qu'est-ce qu'on constate pour l'instant, c'est qu'il y a un nombre important d'enfants qui sont dans les hôpitaux. Ce n'est pas insignifiant, c'est déjà une manière aussi de dire, voilà, le vaccin est également efficace par rapport aux enfants. Mais il y a évidemment tous les effets indirects au point de vue de la vie sociale. C'est-à-dire que, on l'a dit tout à l'heure également, plus il y a de vaccinations, plus il y a d'obstacles au point de vue de la transmission du virus. Même si le vaccin n'est pas efficace à 100% par rapport à la transmission, mais il y a malgré tout un impact par rapport à la transmission. Plus de gens sont vaccinés, moins il y a de chances que le virus puisse circuler. Et donc, ce qui veut dire que moins il y a de chances que le virus puisse circuler, moins il y aura éventuellement d'adultes qui seront contaminés, qui seront éventuellement absents de l'école, etc. Donc on voit pour l'instant tout le système scolaire est en pagaille par rapport à cette vague d'Omicron. Donc on peut voir également et expliquer qu'il y a des effets indirects qui sont positifs par rapport à la vie sociale de l'enfant. Oui, alors je me tourne vers vous, Virginie Pirard, sur la question de la responsabilité qu'on ferait porter aux enfants et qui, du coup, j'imagine, joue dans votre décision de la vaccination et de la question sur est-ce que c'est éthiquement défendable ou pas. Alors, le comité a attaché beaucoup d'importance à cette question de la vaccination des enfants, à tel point qu'il a rendu un avis préliminaire et qu'il va y revenir dans les prochaines semaines. Alors, pourquoi? D'abord parce qu'il y a des choses sur lesquelles on a beaucoup de certitudes, comme le fait que la vaccination des enfants protège les enfants qui ont des comorbidités. Ça les protège d'un surrisque important d'hospitalisation. Et donc, ces enfants-là, il faut encourager à ce qu'ils se fassent vacciner. De toute façon, en général, les parents, les professionnels du soin avec lesquels ces enfants sont en contact, ils sont bien évidemment sensibilisés. Pour tout ce qui concerne les enfants en bonne santé qui ne présentent pas ces fragilités, là-dessus, on est encore en attente de données non pas sur la sécurité même du vaccin, mais sur le bénéfice direct qu'il pourrait en retirer, par exemple, pour éviter ce qu'on appelle le PIM, c'est-à-dire un syndrome multi-inflammatoire qui arrive parfois après une infection à Covid. Ou alors, également, on évoque des Covid longs, mais à ce stade, on ne sait pas encore si cette maladie est très peu présente, absolument rare, ou finalement n'existe pas vraiment. Donc il y a encore des doutes là-dessus. Et par rapport à la responsabilité des enfants, c'est quand on dit aux enfants, si tu te fais vacciner, tu vas protéger grand-maman, grand-papa, tu vas protéger la tante, Et là, peut-être qu'on est dans un discours qui est faire reposer sur les épaules des enfants quelque chose de trop large. À savoir qu'il faut dissocier vraiment les éléments épidémiologiques, à savoir le virus circule dans les strates enfantines. Et dans le même temps, ce n'est pas parce qu'il circule dans les strates enfantines que les enfants ont le même degré de responsabilité que les adultes vis-à-vis de la gestion de la pandémie. Et c'est la raison, donc à la fois pour l'attente de données plus solides, plus consistantes sur le rôle de la transmission, le rôle de la vaccination des enfants vis-à-vis d'Omicron, d'une part, et deuxièmement, pour ne pas faire reposer un poids qui est disproportionné sur les épaules des enfants, que le comité a estimé que au-delà des enfants avec comorbidité pour lesquels il fallait recommander le vaccin, ici, pour ces enfants-là, en bonne santé, il faut l'offrir, c'est-à-dire qu'il faut le mettre à disposition en étant très honnête sur ce qu'on va dire aux parents et ce qu'on va dire aux enfants.
Oui, alors je vous voyais réagir, Monsieur Goldman, donc peut-être juste un petit mot sur la question de la balance bénéfice-risque, évidemment, qui est un peu différente pour les enfants que pour les adultes. Écoutez, si vous permettez, je voudrais vraiment enchaîner sur ce qui vient d'être dit pour insister sur l'importance du dialogue avec le médecin, le pédiatre. On a parlé des enfants qui sont à risque. Vous savez, le niveau de risque, il peut être variable d'un enfant à l'autre. Un enfant n'est pas l'autre. La manière dont il appréhende le vaccin va aussi être différente. Et je pense que là encore, la confiance est clé et il faut que ce dialogue ait lieu. Et c'est grâce à un dialogue avec ces personnes de santé, de confiance, qu'effectivement, chacun pourra prendre la bonne décision en fonction des informations qu'il aura recueillies et de sa propre perception de sa contribution. Et un petit mot à ce point de vue-là, c'est qu'en fait, par ce dialogue également, le médecin, le pédiatre est à même d'apprécier la maturité de l'enfant et donc de voir de quelle manière il peut également l'impliquer dans cette décision. Voir ses capacités de discernement, comme on dit. Alors, on arrive déjà à la fin de l'émission. Je voudrais juste quand même revenir sur un petit point, Virginie Pirard, qui se trouve aussi dans l'avis du comité consultatif de bioéthique. C'est la question du pass sanitaire, enfin du Covid Safety Kit. On parle aujourd'hui de pass vaccinal. Et là, on voit que le comité s'oppose à ce pass vaccinal. Et vous dites, voilà, on utilise cet outil, le Covid Safety Kit, pour une raison pour laquelle il n'a pas été établi au départ. Expliquez-nous un petit peu ce point de vue. Oui, le Covid Safety Kit, à la base, vise à permettre des activités de socialisation dans un environnement où l'on sait que les risques ne sont pas absents, mais sont réduits. Alors d'abord, on a pu voir que l'effet des vaccins sur la transmission diminue et que donc des personnes qui sont vaccinées depuis plusieurs mois et qui utilisent leur Covid Safety Kit peuvent en fait infecter d'autres personnes. Donc le mot « safe » est peut-être un petit peu problématique, mais le transformer en un pass vaccinal, ça veut dire qu'on supprime les deux autres possibilités qui étaient associées jusqu'ici, à savoir le certificat de rétablissement et le test PCR ou antigénique pour pouvoir accéder à un événement social. C'est une obligation qui ne dit pas son nom. C'est une obligation déguisée et c'est même pire que ça, c'est une obligation où on dit aux gens, en fait on va utiliser ce moyen-là pour vous pousser à le faire, mais dans le même temps on respecte votre liberté. Et ça, à vrai dire, je ne sais pas de quelle valeur on peut se réclamer lorsqu'on tient ce double discours. Bien sûr, la liberté en tant que telle, c'est fondamental et il faut que nous la protégions. Mais le double discours où on dit « je vous laisse votre liberté » tout en vous la retirant dans le même temps, là, franchement, je ne vois pas sur quel principe éthique fonder cela. Et c'est la raison pour laquelle le comité a considéré que ça n'était pas une option souhaitable, même si dans les faits, en fait, ça fait aussi partie des moyens qui permettent de rendre la vaccination obligatoire. Bon, ben, on voit en tout cas, les discussions s'ouvrent au Parlement, donc on sent que le débat va s'ouvrir. Je vous remercie vraiment à tous les trois. Je pense qu'il y a pas mal d'autres questions éthiques qu'on pourra aborder dans des prochaines émissions, notamment toute la question de l'arbitrage entre les patients. Mais on a déjà fait un premier tour de piste et vraiment, je vous remercie. Monsieur Goldman, merci beaucoup. Jacqueline Hermans et Virginie Pirard, merci à vous. Et merci à vous de nous avoir suivis. Une bonne journée à tous.